Bonjour à tous et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévision. Les marchés actions sont confrontés à un certain nombre d'incertitudes. Ce manque de visibilité va-t-il nuire à la tendance? On voit cela tout de suite avec Rachid Medjaoui. Rachid, bonjour. Bonjour. Alors finalement, on a encore eu un bon mois sur les marchés. Alors effectivement, les statistiques historiques ont été mises à mal, puisque historiquement, le mois de septembre n'est pas en moyenne un très bon mois pour les actions. Là, au contraire, les actions ont continué leur élan de l'été, plus 4% aux États-Unis, plus 6% en Europe, plus 10% au Japon. Rebond des émergents, accentué par le retour de leur devise. Et puis, toutes les classes d'actifs, finalement, ont monté sur le mois de septembre, puisque même les obligations d'État ont performé, puisque les taux d'intérêt ont eu tendance plutôt à baisser. Alors justement, les taux ont baissé suite au statu quo de la Fed. Alors est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise surprise? Je dois dire que de mémoire de gérant, je n'avais jamais vu autant de dissensions sur un communiqué de la Réserve fédérale, dissensions au sein du marché. Et dissensions même au sein de la Fed, puisque les déclarations des membres de la Fed montrent bien qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Bon, ce qu'on retient, nous, c'est que pour nous, à horizon de 3 mois, je crois que ça confirme la conviction que la Réserve fédérale va faire très très attention à la remontée des taux d'intérêt. Je crois que l'économie repart bien, mais il y a encore des doutes, et la Réserve fédérale ne veut pas prendre de risques. Donc elle préférera agir avec retard, contrairement au passé, que par avance. Ça, c'est la chose importante. Et elle nous a signalé dans son communiqué que, finalement, elle allait maintenir, au-delà de cette histoire de réduction ou pas de ses achats, elle allait maintenir les taux d'intérêt à court terme à des niveaux proches de zéro, au moins jusqu'à horizon de 2015, voire 2016. Au-delà de 3 mois, c'est vrai que la question se pose. Est-ce que la Réserve fédérale, en devenant moins transparente, va créer de l'incertitude? Est-ce qu'elle va devenir moins crédible? On verra bien, mais en tout cas, voilà, nous, à court terme, on préfère retenir l'idée que la Banque centrale américaine va être avec nous encore pendant quelques mois. D'accord, mais on va rester aux États-Unis avec un autre sujet, c'est le risque de blocage budgétaire. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le risque de défaut ? Alors, c'est un risque qu'on avait évacué à tort, manifestement, puisque ça revient au premier plan. On l'avait évacué en partie parce qu'on constate, comme tout le monde, qu'il y a une nette amélioration des déficits budgétaires. Et donc, pour nous, le risque d'avoir un remake du feuilleton un peu catastrophique qu'on avait eu en 2011, qui avait conduit à la baisse du rating américain, à une chute des marchés sur la question budgétaire, nous paraissait plus limité. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, d'abord, pourquoi ? Je pense qu'une des explications vient, je dirais, du fait que du côté républicain, on a pas loin de la moitié de leurs représentants qui sont des jeunes élus, alors peut-être moins rompus aux négociations. Deuxièmement, pour des raisons de découpage électoral, ces jeunes élus sont en partie assurés de retrouver leur poste dans les prochaines élections. Et donc, il y a peut-être une volonté d'en découdre un peu plus fort qu'on estimait. Maintenant, quels sont les risques? Il y a un risque, effectivement, qui est assez important, je crois, de fermeture temporaire, ils appellent ça government shutdown, début octobre, si justement la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, ne vote pas ce qu'ils appellent une poursuite temporaire du budget. Ils appellent ça continuing resolution. Et puis, il y a le plus grave, il y a le débat sur le plafond de la dette, qui lui va arriver d'ici mi-octobre, puisque d'ici mi-octobre, le gouvernement américain risque là, de ne plus pouvoir honorer sa dette, de ne plus pouvoir payer un certain nombre de prestataires, et notamment certains fonctionnaires qui, entre guillemets, sont dits non essentiels. Là, il y a un vrai risque. Alors, on pense qu'ils n'iront pas jusqu'à là, parce que ce serait assez effroyable de mettre en défaut la première économie du monde. Cela étant, le risque, effectivement, c'est que d'ici le 15-20 octobre, on ait l'impression qu'on va aller effectivement vers ce type de scénario. Ce n'est pas ce qu'on retient dans notre scénario central, mais ça va jouer fortement sur les marchés. Alors la zone euro maintenant, on a l'impression que c'est un peu le lieu où tout le monde veut investir. Est-ce qu'un tel consensus n'est pas inquiétant et surtout est-ce que le rattrapage n'est pas déjà fait? Pour nous, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce rattrapage, il a démarré il y a quelques trimestres avec le choc de confiance amené par la Banque centrale européenne, avec ce fameux engagement à soutenir et à rendre irréversible l'euro. Le deuxième élément qui soutient, je crois, et qui explique ce rattrapage des marchés européens, c'est le retour de la croissance.
Alors on peut y polygouer, on peut discuter sur est-ce que ça va être très lent, moyennement lent, voire un peu plus rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une reprise qui va être relativement graduelle. Cela étant, contrairement à ce qui s'était passé en 2011, on ne voit pas le risque de rechute. Il nous semble que cette reprise, même si elle est lente, elle est plus assurée. Donc ça, c'est très important parce que si pour les investisseurs internationaux, vous n'avez plus de risque d'implosion de la zone euro et que vous avez un début de reprise économique, même si c'est relativement graduel, ça doit normalement, et c'est là l'élément important et qui nous fait dire que ça va continuer, les flux que l'on constate qui reviennent sur les actifs de la zone euro de la part des investisseurs internationaux, pour nous, doivent continuer. Un chiffre, quand on regarde les chiffres, les gérants américains, ils reviennent depuis le début de l'année sur les actifs de la zone euro, c'est clair, avec des montants relativement importants. Mais s'ils devaient revenir, non même pas à leur niveau d'avant-crise, mais je dirais au niveau d'avant la chute de 2011, on est en train de parler potentiellement de quelques centaines de milliards de dollars qui pourraient s'investir. Donc c'est pas terminé, alors il y a des risques. Il y a des risques, et les risques, attention, mois d'octobre un peu difficile, en Italie. Là, dès le 4 octobre, on va prendre une décision sur l'avenir de M. Berlusconi. Donc attention, est-ce que le gouvernement... on pense que oui, mais est-ce que le gouvernement italien va tenir? Le Portugal, clairement, il va falloir un nouveau plan d'aide pour le Portugal, mais certains redoutent un bras de fer sur les conditions. Est-ce que les Portugais ne vont pas refuser les conditions que la Troïka va leur imposer? Et puis, il y a des budgets qui sont en train d'être discutés. La France, au moment où on enregistre, M. Moscovici est en train de passer son oral à Bruxelles. Est-ce que ces budgets vont être bien acceptés par les marchés, sachant que, je le disais tout à l'heure, on a vu un choc de confiance l'année dernière de la BCE. Il faudrait assez rapidement qu'on ait un choc de productivité venant cette fois-ci des politiques. Alors maintenant, faisons un petit tour dans les émergents. Ils ont profité, eux, du geste de la Fed. Est-ce que vous pensez que ce soulagement est durable? Il devrait persister au moins, je dirais, d'ici la fin de l'année, puisque, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, au-delà des questions sur cette grande surprise, ce contre-pied de la Fed, à court terme, on considère que voilà, c'est plutôt un élément de soutien. Donc il devrait profiter à court terme. Il devrait également profiter, ce soulagement devrait également profiter de la stabilisation de l'économie chinoise. C'est trop tôt, je crois, pour dire que le stress sur les pays émergents est terminé, puisqu'ils ont un certain nombre de défis. Les Chinois, je le disais, ça stabilise, mais il va falloir qu'ils règlent un problème. Le crédit va trop vite par rapport à la croissance économique, donc il va falloir qu'ils réduisent le crédit. Cette question du crédit se retrouve également dans un certain nombre de pays. La Corée, qui est un pays solide, mais où le crédit des ménages va beaucoup trop vite, donc il faut qu'ils réduisent. Et puis, même si à horizon de court terme, le geste de la Fed les aide, la Fed va finir quand même par réduire ses achats d'actifs, la Fed va finir par durcir sa politique monétaire, les taux d'intérêt vont finir par remonter, et donc ça va être également un challenge pour les pays émergents. Donc on verra si c'est durable. Je crois que ça va dépendre de la réponse, là aussi, un peu des gouvernements. Soit cet avertissement sans frais, entre guillemets, même s'il y a eu des dégâts, est utilisé pour de nouveau réouvrir, je dirais, les réformes structurelles, soit ce n'est pas le cas, et là, il faudra rester plutôt prudente. Alors, de manière globale, on voit qu'il y a tout de même encore des risques. Est-ce que ça change votre allocation d'actifs? Je crois clairement non. Le message de fond reste toujours le même. Dans une allocation d'actifs, il faut continuer à privilégier les actions dans un contexte où les taux d'intérêt, même s'ils ont remonté, restent faibles, ou risquent de remonter. Donc ça, c'est relativement clair pour nous. Cela étant, à court terme, on parlait tout à l'heure de rattrapage, il a été quand même relativement fort depuis le début de l'année sur les actions, après une bonne année 2012. Donc, compte tenu des rendez-vous importants, et notamment politiques, au mois d'octobre, le Japon, il y a aussi un rendez-vous politique très important début octobre, il va falloir peut-être réduire là aussi un peu la voilure transitoirement, le temps justement de régler toutes ces questions qui vont apparaître au mois d'octobre. Alors justement, sur les actions, quelle est votre allocation géographique et sectorielle? Écoutez, géographiquement, pour nous, là où il y a de la valeur, je le disais, c'est toujours, malgré le rattrapage qui a été fort, c'est toujours en Europe, et en zone euro en particulier, même s'il va falloir négocier le mois d'octobre. Le Japon, pour nous, on y était, et on remet de la pondération sur le Japon, avec un rendez-vous important entre le 2 et le 3 octobre, où M. Abe va normalement décider oui ou non des réformes structurelles, et en partie aussi de cette question du oui ou non du relèvement de la TVA, compensée par une baisse des impôts pour les entreprises. Et puis les émergents, on avait commencé depuis 2 mois à y rentrer de manière très limitée, notamment via la Chine. Eh bien,
conformément à ce que je disais tout à l'heure, on accentue, mais tactiquement, ce n'est pas quelque chose de structurel. On revient également sur les pays d'Amérique du Sud. Le temps de profiter de ce soulagement, on verra bien si on y reste encore pendant 1 ou 2 mois. En revanche, les États-Unis, on est plutôt neutre parce que, pour toutes les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les obligations d'État, elles ont bien rebondi en septembre. Est-ce qu'il faut en profiter pour les revendre? Quand on avait touché 2% en Allemagne, 3% aux États-Unis, un peu plus de 2,5% en France, notre sentiment, c'est que les taux allaient se stabiliser, qu'on avait été trop vite. Autant là, les taux ont rebaissé fortement, notamment aux États-Unis, un peu moins en Europe. Et donc, il ne s'agit pas de les revendre très très vite, hein, mais effectivement, cette fois-ci, on est plutôt de nouveau enclin, à chaque fois que les taux vont continuer à rebaisser, s'ils doivent le faire, à plutôt accentuer notre sous-pondération. Mais encore une fois, il faut être très très prudent parce que ce message de la Fed, quand même, il indique que les taux d'intérêt ne vont pas remonter aussi vite que certains le pensaient. Alors les obligations d'entreprise cette fois, les obligations privées, elles ont aussi bien rebondi en septembre. Est-ce qu'il faut rester investi ou pas? Pour nous, ça reste une classe d'actifs incontournable, notamment sur la partie, sur le début des obligations à haut rendement. Vous savez, ces entreprises un peu déchues à cause de la crise en zone euro que l'on connaît bien et sur lesquelles nous avons des rendements encore intéressants, et notamment les obligations bancaires d'un certain nombre de pays du Sud. Il faut être sélectif, bien entendu, mais il y a des rendements tout à fait intéressants. Oui, ça reste une classe d'actifs. Il ne faut pas en rajouter, mais il faut rester investi. Alors, dernier point, le dollar. Encore une fois, on en parle, il a encore baissé suite à la décision de la Fed. Est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce qu'il va finir par monter? On est toujours partagé sur cette idée que, en termes d'agenda sur les taux d'intérêt, on n'a pas parlé beaucoup de la BCE, mais la BCE va certainement agir dans les prochains jours pour rappeler que les taux d'intérêt européens n'ont aucune raison de suivre les taux d'intérêt, la remontée des taux programmés aux États-Unis. Et donc ça doit peser sur l'euro. La BCE, je crois qu'elle n'est pas confortable, n'est pas contente de la hausse de l'euro parce que ça a tendance à encore baisser plus l'inflation. Donc ça, c'est plutôt négatif euro, positif dollar. Maintenant, les flux qui reviennent en zone euro ont tendance à soutenir l'euro. Donc on reste positif sur le dollar, mais avec une ambition à horizon de 3 mois qui est relativement limitée. Rachid, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage de l'actualité économique et financière et on se retrouve le mois prochain.